Podcast chez Kevin, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, Gestion Arvika Inc. McDonald, AAD Lab, la voûte sportive, Deck pour qui s'abreuvoit, Focus gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 21 juin 2025. C'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant. Le podcast sportif, là, où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, édition du 21 juin 2025. Après une finale de la Coupe Stanley plus qu'électrisante. Et oui, nous sommes de retour pour parler justement de cette finale entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Ce soir, il était prévu d'avoir 2 segments au programme, soit la Ligue nationale de hockey, qui était notre premier segment, et s'en suivait la Ligue canadienne de football, soit le segment premier et les buts. Et après révision, nous allons ce soir terminer la saison de la Ligue nationale de hockey. On va parler de cette finale et on va clore les séries de la Ligue nationale de hockey, mettre la table pour le repêchage qui s'en vient la semaine prochaine. Et cette semaine, donc la semaine qui arrive, nous allons donc parler de la semaine numéro 1 et de la semaine numéro 2 dans la Ligue canadienne de football. La semaine numéro 2 là, qui déjà est entamée. Ce soir, là, il y a une autre rencontre entre les Blue Bombers et les Lions de la Colombie-Britannique. Nous allons donc revenir sur les 2 premières semaines dans la Ligue canadienne et nous allons mettre la table pour nos prédictions de la semaine numéro 3. Ce soir, il était chaud, il était prêt. Cédric, comment vas-tu? Super bien, toi. Ça va toujours, ça va toujours. Faut savoir, là, que dans les dernières semaines, ça n'a pas toujours été évident de céduler des podcasts. On a des semaines assez chargées. On tente d'être là le plus souvent possible. Mais sachez une chose, que le show soit à 18h30, à 19h, à 20h, à 21h, s'il y en a un qui est prêt, il est là avec nous ce soir. Il est là pour les segments LNH, segments LCF, il est même là pour les segments NBA. Parlant de la NBA, on s'en va en match ultime, qu'est-ce que t'en penses de cette finale-là? Ouais, une série beaucoup plus serrée que qu'est-ce qu'on aurait pu prédire. Le Thunder qui était la meilleure équipe de la saison régulière, là, 60 victoires au cours de la saison. Donc pour moi et pour plusieurs fans, c'était comme fait avant que la série commence. Le Thunder allait écraser les Pacers. Puis finalement, on se rend compte que les Pacers sont quand même assez bien construits pour être une bonne équipe de série. Donc c'est une série enlevante jusqu'à date. C'est vraiment le fun de voir une série se rendre jusqu'à 7 matchs là, en finale de la NBA. Selon toi, qui l'emporte? Je pense que le Thunder va réussir à l'emporter tout de même. Mais je suis quand même content de voir là, qu'il y a eu beaucoup plus de compétition qu'on pensait. Très très hâte de voir cette finale. Et en espérant pour vrai que OKC l'emporte. J'aimerais bien voir OKC l'emporter, mais je pense que ça peut aller d'un match comme de l'autre, et on l'a vu depuis le début de cette série. Et à quel point, pour vrai, je veux pas négliger la Ligue nationale de hockey, parce que c'est notre sport, c'est mon sport, c'est ton sport, on est né dans le hockey.
on est né avec des patins dans les pieds, des bâtons de deck dans les mains. Mais à quel point les intros de début de rencontre de la NBA sont beaucoup plus fracassants. Surtout quand on parle de finale que ce qu'on a vu du côté de la Floride. C'est bien beau voir Roberto Luongo taper sur son tambour. Mais autre ça, quand on compare la NBA puis la Ligue nationale de hockey, c'est là qu'on se dit que la LNH a des croûtes à manger dans ces eaux-là. Ouais, ben je veux pas dire que les équipes et les propriétaires de la LNH sont pauvres, mais ça revient beaucoup à une différence au niveau monétaire. Tu sais, la NBA rapporte vraiment énormément d'argent, même les petits marchés rapportent plus que certains gros marchés de la Ligue nationale, parce qu'on le sait aux États-Unis, le hockey, c'est pas bien plus important que le lacrosse, là, mettons. Fait que ça revient à ça, mais je suis d'accord qu'il pourrait avoir plus d'efforts faits de ce côté-là. Je pense aussi que personnellement, du côté des broadcasts à la télé, là, moi j'ai regardé majoritairement sur TVA Sport, je trouve que la présentation était difficile, on avait de la difficulté à voir les vidéos d'avant-match, surtout pour les matchs à Edmonton. On aurait dit que les présentations d'avant-match, on les voyait pas, on voyait seulement les joueurs sur la patinoire, donc je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans. Oui, effectivement, ça peut être un fait. Donc, la finale, là, c'est ce soir que ça joue, hein, ou c'est-tu ce soir? Je sais pas, là j'arrive un peu à l'improviste avec cette question-là. On va vous revenir avec la réponse. La finale de la Coupe Stanley qui s'est terminée mardi le 17 juin dernier, alors que les Panthers de la Floride l'ont emporté en 6 rencontres aux mains des Oilers. Il y a beaucoup de sujets à discuter ce soir en lien avec cette finale de la Coupe Stanley. On voyait une finale qui allait se jouer dans le match numéro 6, match numéro 7. C'est ce qui s'est passé. Lors de notre dernier podcast, remontant au 4 juin 2025, soit la journée du match numéro 1, j'avais choisi au niveau côté analyste les Panthers en 6 ou en 7, et mon cœur de partisan avait voulu voir les Oilers. De ton côté, je crois que tu avais persisté avec les Oilers, je suis pas certain. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Après, j'ai envie de dire le match 1 et 2. Dans le match numéro 1, les Oilers l'ont emporté en prolongation après être revenus d'un déficit de 3 buts. Les Panthers de la Floride ont créé l'égalité ensuite dans le match numéro 2, l'emportant 5-4, encore une fois en prolongation, mais cette fois-ci en deuxième période de prolongation. Dans le match numéro 3, alors que les Panthers retrouvaient leurs partisans, c'est là où les Panthers ont joué à la manière des Panthers et ont dominé du début à la fin, l'emportant 6-1. Dans le match numéro 4, les Oilers sont revenus. Encore une fois, on a comblé des déficits dans le match. On est finalement parvenu à l'emporter en prolongation, encore une fois, 5-4. Dans le match numéro 5, match encore une fois difficile pour les Oilers. Match difficile pour Stuart Skinner. Calvin Pickard qui est venu en relève. Les Panthers l'ont emporté 5-2. Et dans le match numéro 6, les Oilers sont revenus avec Stuart Skinner. On s'est dit, les fois où on l'a retiré, il est revenu en force. C'est un do or die. Malheureusement, ça a été un die. Les Oilers se sont écroulés dans le match numéro 6. 2 erreurs crève-cœur d'Evan Bouchard dans la rencontre qui ont mené aux 2 premiers buts des Panthers, qui n'ont jamais regardé derrière, ont pris le contrôle du match, ont inscrit pas loin, je crois, de 3 buts dans des filets déserts, parce que les Oilers ont retiré leur gardien. Il devait rester 6-7 minutes en troisième période. Cédric, on dira ce qu'on voudra. Puis je sais pas si t'as pensé la même chose que moi, mais après le match numéro 4, j'ai envie de te demander où était Connor McDavid. Parce qu'il était là. J'ai l'impression là, qu'il jouait avec une blessure, honnêtement, parce que de ce que j'ai vu, je suis même pas sûr que je l'ai vu prendre un lancer franc. Mais c'est ce que j'allais dire. Donc pour moi, est-ce que c'est une épaule, un poignet, une main? On le saura peut-être pas. On n'a pas eu ces détails-là. D'habitude, les joueurs sortent
après les séries puis disent j'avais ci, ça comme blessure. Donc, j'espère que c'est une blessure parce qu'à quelque part, c'est vrai qu'il a été un petit peu invisible. Tu sais, je pense qu'il a compté un but dans la série au total. Euh, mais je pense que c'est un lot de pression aussi pour un joueur comme ça de devoir être un one-man show rendu en finale de la Coupe parce que tes défenseurs en arrière vont faire des erreurs. Tu peux même pas leur passer la rondelle. Il faut que McDavid fasse tout, presque tout seul, si ce n'est pas seulement de l'aide de Draisaitl. Donc, il y a un lot de pression. Je pense que le fait de ne pas avoir pris un vrai lancer, ou si oui, tu sais, maximum 2 ou 3, mettons, dans les 2 derniers matchs, pour moi, ça m'annonce une blessure. Mais est-ce que c'est vraiment ça? J'espère pour lui, parce que sinon, c'était une dure performance, surtout vers la fin de la série. Ben, c'est ce que j'allais dire. Puis, tu sais, t'as soulevé un bon point. Généralement, quand que la saison est terminée, quand c'est l'heure du bilan de fin de saison d'une équipe éliminée, les joueurs annoncent des blessures. Là, pour McDavid, il n'y avait rien du tout. On n'a pas mentionné de blessure. Je suis un peu comme toi. J'espère pour vrai. Je souhaite pas au gars qui a été blessé, mais j'espère pour vrai qu'il était blessé dans le sens où s'il n'a pas été blessé, ses performances ont pas été dignes de ce que Connor McDavid est capable de donner. On le sait, les Oilers, déjà en partant, c'est limité niveau profondeur en attaque. Zach Hyman était blessé. Si Connor McDavid était blessé en plus, ce qui a limité probablement les performances de Leon Draisaitl, qui n'a pas mal fait là, non plus, a quand même donné une très bonne finale aux Oilers. Mais outre ces trois-là, est-ce qu'on est capable de... Peut-être Corey Perry qui n'a pas été mauvais, mais est-ce qu'on est capable de me nommer d'autres joueurs à l'attaque qui ont eu un impact avec les Oilers lors de la finale? J'en vois pas. Jeff Skinner, Non. techniquement, tu sais, Jeff Skinner, c'est fini, là. Je m'excuse, mais ce gars-là, on le voit plus. Evander King, qui a joué comme un moron lors du match numéro 6. Frustration, se fait sortir, se fait expulser. Je l'ai pas vu non plus. Après ça, si on regarde des joueurs de profondeur, Mathias Janmark, on n'a pas vu ça. Warren Foegele, de mémoire, on l'a pas vu non plus. Fait que, hey, c'est là où on se dit, les Oilers, oui, se rendent en finale, mais est-ce qu'ils ont vraiment l'étiquette d'une équipe qui est capable de compétitionner en finale au moment où on se parle? Oui, il y a eu des matchs serrés, mais dans les matchs où on n'avait pas le droit de perdre, on s'est pas présenté. Absolument. Mais je pense que, tu sais, on peut pas résumer la série à ça, mais Non. tu donnes aux Oilers le but en prolongation dans le match numéro 2, puis là, les Oilers ont un lead de la série 2-0. On s'entend que les Panthers perdent pas ce match numéro 3-là à la maison, mais si les Oilers vont chercher le match numéro 4, ben là, c'est 3-1. Donc, peut-être que les Oilers sont passés à un but d'une série beaucoup plus serrée que qu'est-ce qu'on a vu, mais c'est certain que tu peux pas t'attendre à être en position favorable en finale de la Coupe quand tu t'as frappé là, dans le mille. Il n'y a pas de profondeur à l'attaque. Il n'y a personne qui offre de l'offensive hors McDavid et Draisaitl. Nugent Hopkins un petit peu. Perry qui fait de son mieux, mais le gars, il commence à être vieux. Puis tu peux pas te permettre d'être une équipe de finale de la Coupe Stanley avec Corey Perry sur ton premier trio, selon moi. Ce que les Canadiens, pour moi, ont bien fait quand ils sont allés en finale de la Coupe Stanley, c'est que Corey Perry était important et avait un gros impact sur un quatrième trio. Pour moi, c'est ça la place qu'un vétéran comme ça devrait avoir, pas sur le premier trio. Il n'est pas capable de suivre McDavid, on s'entend. Là. Donc, zéro profondeur à l'attaque. Puis la profondeur qu'on a à la défensive, c'est de la profondeur d'équipe de milieu de ligue. Là. C'est pas de la profondeur de finale de la coupe là, quand tu compares ça à la défensive des Panthers avec des Aaron Ekblad, des Seth Jones, même Nate Schmidt qui a très bien fait pendant la finale. C'est incomparable. Puis pour moi, je pense que le plus gros problème que les Oilers sont face à présentement, c'est le contrat d'Evan Bouchard qui va demander quelque chose comme 10 millions pour être une machine à revirement. Puis honnêtement, on l'a pas vu fort offensivement non plus dans la finale. Là. Donc pour moi, ça sent le mauvais contrat. T'en as déjà un en Darnell Nurse qui a un mauvais contrat. Moi, les Oilers sont en train de se tirer dans les deux pieds finalement, en même temps. Un avec Darnell Nurse, un avec Evan Bouchard. Ça prend des défenseurs qui sont capables de remédier aux erreurs à Bouchard. Pour moi, tu peux pas... Tu sais, on voit souvent là, la paire de défenseurs Nurse-Bouchard. Il n'y a pas une pire idée niveau revirement puis jeu défensif. Tu as Evan Bouchard qui
s'il y avait un bon défenseur défensif, pourrait produire, pourrait se permettre de faire des erreurs, avoir quelqu'un pour les réparer. Mais là, tu as Darnell Nurse en arrière. Qu'est-ce que tu veux qu'il répare? C'est un manque de profondeur générale. Je pense aussi peut-être que les entraîneurs n'ont pas bougé beaucoup. Je pense qu'on jouait de la même façon du début à la fin de la série. Puis, du tout au tout, peut-être qu'un but aurait fait la différence dans le match numéro 2 en prolongation. Mais... Non, c'est sûr. T'as soulevé un bon point. Puis, tu sais, on a parlé des entraîneurs-chefs. S'il y en a un qui a eu un mal de tête tout au long des séries, surtout en finale, c'est Chris Knoblauch. À quel point ce n'est pas normal, puis je pense que tout le monde va être d'accord, à quel point ce n'est pas normal que à chaque match, à chaque jour de match, surtout après le match numéro 3, tu ne sois pas en mesure de savoir qui sera ton gardien partant devant le filet. Après la dégelée de 6-1 des Panthers aux mains des Oilers, Chris Knoblauch attendait le jour de match, puis attendait quasiment la fin de la journée avant de nommer son gardien partant. À quel point c'est un élément critique alors que tu te retrouves en finale de la Coupe Stanley. Tu devrais pas avoir cette interrogation-là. Ça devrait même pas être parmi tes problèmes. Je veux dire, tu es en finale de la Coupe Stanley, puis tu dois te demander qui sera ton gardien. Parce que t'as confiance en ni un ni l'autre au final. Tu sais, peut-être qu'il y avait une confiance plus favorable envers Calvin Pickard, mais de l'autre côté, tu sais que Calvin Pickard te sortira pas nécessairement une grosse game. De l'autre côté, on a Paul Maurice qui, lui, peut vraiment s'occuper de ce qui est à corriger après un match. N'a pas à se demander qui va être son gardien partant. Parce qu'un gars comme Sergei Bobrovsky, qui a connu selon moi des bonnes séries, a peut-être connu 1, 2 mauvais départs dans les séries, a quand même été capable de revenir en force. Stuart Skinner l'a fait, mais pas assez souvent. Il a été plus fragile, selon moi, que confiant dans cette série-là, puis tout au long des séries éliminatoires. Puis j'ai l'impression que dans cette finale-là, on a cassé littéralement la confiance de Stuart Skinner. Après le match numéro 3, où on a été obligé de le sortir parce qu'il était pas capable d'arrêter une puck. Puis ce qui est encore plus triste, c'est quand tu vois un ballon de plage être lancé dans le match numéro 6 en voyant un message aux Oilers. Puis j'imagine que c'est un partisan des Oilers qui a fait ça. En voulant dire, excusez là, mais on est vraiment mal pris là. Fait que tu sais, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment difficile pour un gars comme Chris Knoblauch de coacher en se disant ça va être qui mon gardien à soir là? C'est certain. Puis tu sais, est-ce qu'il y avait une partie de ça qui était. Il savait c'était qui son gardien, il voulait juste pas le dire, ça se peut. Mais je suis d'accord avec toi que tu peux pas avoir un point d'interrogation entre les poteaux quand tu te rends en finale de la Coupe Stanley, ça a juste pas d'allure. Tu sais, je l'ai dit, il y a des équipes. Tu sais, comme l'Avalanche qui ont été chercher la coupe avec un Darcy Kemper qui n'est pas le meilleur gardien de la ligue du tout. C'est faisable quand tu as une équipe profonde, ce que les Oilers n'avaient pas. Si tu donnes un bon gardien aux Oilers, ils se donnent une bonne chance en finale. Pour moi, puis le directeur général en a parlé aussi, c'est un des problèmes qu'ils vont adresser. Tu as besoin d'un gardien de but qui est capable d'arrêter un ballon de plage. Stuart Skinner, c'est pas l'homme de la situation du tout. Ça fait longtemps que c'est la situation à Edmonton. Ils sont pas capables d'avoir un gardien de but qui est même de la moyenne de la ligue, là. Tout le temps des gardiens en dessous de la moyenne. Puis au final, c'est ça qui, tu sais, j'ai parlé de profondeur attaque défensive, mais c'est encore un plus gros problème. Les gardiens de but, pour eux, tu peux pas t'attendre à gagner la Coupe Stanley quand il faut que tu enlèves Stuart Skinner, puis c'est Calvin Pickard, tu l'as dit, c'est pas un sauveur. C'est encore pire que Skinner niveau statistique, niveau même talent pur, malheureusement. Tu sais, c'est pas un mauvais gardien de but, mais jamais c'est un gardien que tu veux avoir entre les poteaux pour la finale de la Coupe. Donc, c'est un énorme problème. J'espère vraiment pour eux qu'ils vont pouvoir adresser ça pendant la saison morte. Parce que sinon, ils vont finir... Moi, ce que je pense, c'est que McDavid va finir par se rendre compte qu'il n'y a rien qui avance à Edmonton parce qu'on donne des mauvais contrats aux mauvais joueurs. On va pas chercher de gardien de but. C'est une équipe qui s'en va droit dans le mur, même s'il a réussi à finir en finale de la Coupe Stanley. Tu as parlé d'un bon point, puis je veux y revenir là, concernant Connor McDavid, mais lors de son bilan de fin de saison, Scotty Bowman
le directeur général des Oilers, a dit qu'il va y avoir des changements certainement au niveau de l'attaque et au niveau des gardiens. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Clairement, en attaque, les Oilers en ont besoin. Du côté des gardiens, pour moi, c'est le point critique. Ensuite, tu sais, t'as parlé d'Evan Bouchard qui risque de te payer très très cher. Puis, je me demande vraiment ce qu'on va faire du côté des Oilers parce qu'il faut se rappeler que on a laissé partir des gars comme Bud Holloway et Philip Broberg de mémoire qu'on a laissé partir et que Saint-Louis a signé parce qu'on voulait pas les payer au salaire que les gars voulaient avoir. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que les Oilers vont faire. Vont-ils laisser aller Evan Bouchard comme ils ont fait avec Holloway et Broberg? J'espère pas, parce que si on fait ça, là, non seulement on n'avancera plus, mais ton point en lien avec Connor McDavid risque d'arriver, là. Tu sais, je veux dire, c'est qu'on t'as donné des mauvais contrats dans le passé, tu veux pas les répéter. T'as pas voulu le faire avec Broberg et Holloway qui ont fait du bon travail à Saint-Louis. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire du côté d'Evan Bouchard. Puis, t'as parlé de contrat à 10 millions. Honnêtement, je pense pas qu'au moment où on se parle, il y a une équipe dans la Ligue nationale qui s'engagerait à un tel contrat avec un gars comme Evan Bouchard. Mais moi, j'ai ce questionnement-là que est-ce qu'on pourrait voir comme les Hurricanes ont fait avec Kotkaniemi, c'est-à-dire y offrir un contrat à très court terme avec une haute valeur annuelle pour aller le chercher puis ensuite réduire cette valeur annuelle-là. Est-ce qu'il y a une équipe qui serait prête, une équipe qui a pas beaucoup de joueurs sur la masse salariale comme Anaheim, comme San Jose, donner une offre hostile à 12 millions pour une saison? Je sais pas c'est quoi les règles puis les modalités par rapport aux agents libres avec restriction. Est-ce qu'il y a un minimum d'années que tu peux donner sur un Mais contrat? avec compensation, je crois que t'as besoin de t'entendre sur un certain nombre d'années. Je pense qu'il faut que tu atteignes quasiment le 6 ans d'offre minimum, tant qu'à moi. Si je me souviens bien, Kotkaniemi a signé 3 ans à 8 millions. Si je suis C'est pas possible. complètement dans le champ, il me semble que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une équipe qui serait prête à pas sacrifier 3 ans, mais tu sais, une équipe qui est en reconstruction, là, comme les Sharks, qui pourrait se servir dans quelques années d'un Evan Bouchard, est-ce qu'il serait prêt à donner beaucoup d'argent pour 3 ans, pour ensuite peut-être que le contrat qui suit ait l'air moins pire avec le cap qui monte? C'est pas impossible. Mais moi, dans cette situation-là, là, honnêtement, s'il y a une équipe qui est prête à offrir 12 millions, là, je sais pas c'est quoi exactement les braquettes de salaire pour les choix repêchage en compensation, mais si ça te donne 3 choix de première ronde, au lieu d'être obligé de payer Evan Bouchard 12 millions, je pense que les Oilers devraient le considérer. Parce que des deux côtés, ça peut virer en erreur. C'est une situation délicate, honnêtement, parce que... Puis on l'a vu avec Darnell Nurse. 12 millions, exactement. Tu décides de payer Bouchard 12 millions, puis finalement, c'est un mauvais contrat, ben, tu te mets dans la merde tout seul. Tu décides de le laisser partir, tu ramasses les choix, ben, même s'il est bon ailleurs, tu as des choix au moins en compensation. Donc, c'est une situation très délicate, mais c'est un dossier qui va être important. Puis comme tu l'as dit, tu sais, est-ce que McDavid, pour lui, c'est une priorité de garder Bouchard? Je pense que oui. Donc, je pense que ça va jouer beaucoup aussi dans l'argent qu'on va être prêt à y donner. Non, 100% très d'accord. Puis honnêtement, j'ai juste envie de dire que quand les gens chialent sur Mike Matheson, je préfère honnêtement Mike Matheson à Darnell Nurse présentement. Ouais. Pour vrai, je ne donnerais même pas le salaire comme Mike Matheson en ce moment à Darnell Nurse, qui est d'environ 4,5 millions. Darnell Nurse est un élément critique à la défensive des Oilers et je ne peux pas croire que ce gars-là gagne plus de 9 millions par saison. C'est catastrophique. Il a de la misère à mettre un patin en avant de l'autre. Il recule avec une carotte dans le derrière. Puis il a de la misère à décocher un tir. Il a de la misère à pogner le net. Je ne sais pas ce gars-là à quoi il sert chez les Oilers. Puis je peux pas croire qu'on est pogné qu'un gars de même pendant des années. Puis il n'y a aucune équipe qui va pogner ce gars-là, même s'ils ont 30 millions de lousse à masse salariale. Il va falloir que tu donnes à l'équipe Nurse puis que tu ajoutes. Comme Calgary avait fait avec Monahan à Montréal. Ils ont donné un premier choix pour s'en débarrasser. J'ai l'impression que si les Oilers veulent faire ça, c'est ce qu'ils vont devoir arriver. Mais dans tous les cas, il n'y a personne qui va prendre Darnell Nurse. T'as parlé des Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim ont acquis dernièrement Chris Kreider. On le sait, dans la saison, ils ont été chercher Jacob Trouba. Un élément comme Evan Bouchard pourrait être intéressant. Mais à l'inverse, est-ce qu'un élément comme John Gibson pourrait être intéressant pour les Oilers d'Edmonton?
Ben, absolument, puis honnêtement, j'allais amener le point aussi que justement, je pense que c'est le candidat parfait, John Gibson, pour les Oilers. Pour moi, c'est dans un échange, là, si les Oilers sont capables de peut-être se débarrasser de certains contrats puis rajouter des choix repêchage, je pense qu'un gars comme Gibson, qui est encore assez solide, mais qui a perdu sa place de premier, serait définitivement un upgrade entre les poteaux au niveau de, tu sais, là, on parle de Stuart Skinner, donc évidemment qu'à peu près n'importe qui dans la ligue serait un upgrade. Je pense que Gibson, c'est probablement le candidat parfait. Parce que vite comme ça, j'ai pas d'autres équipes qui me viennent qui ont un gardien établi qui est en train de se faire voler sa place de premier comme gardien dans son équipe que les Oilers pourraient viser. Fait que pour moi, John Gibson, c'est probablement la cible parfaite. On le sait, le Dostal, il a pris la place de gardien haut la main là, comme gardien numéro un à Anaheim dans les 2 dernières saisons. Donc, Gibson qui est un peu un poids mort sur la masse salariale d'Anaheim aussi, qui fait quand même un gros salaire, mais je pense que si les Oilers sont capables de faire fonctionner ce salaire-là dans leur masse salariale, ça serait effectivement une très belle addition pour eux. Hâte de voir la suite des choses. John Gibson, qui au début de la dernière saison avait demandé à être échangé et finalement est demeuré avec les Ducks. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Le MVP des séries, Sam Bennett, 15 buts, 7 passes, 22 points en 23 rencontres. Il y a eu beaucoup de pointeurs de 20 points chez les Panthers. Reinhardt avec 11 buts, 12 passes, 23 points. Matthew Tkachuk, 8 buts, 15 passes, 23 points. Carter Verhaeghe. Je pense qu'on n'aura jamais entendu aussi souvent le nom de Carter Verhaeghe depuis 3 ans avec les Panthers de la Floride. 2 ans ou 3 ans, je suis pas sûr s'il était là quand l'Avalanche a gagné la coupe. Faudrait que je vérifie, mais bon, depuis 2 ou 3 ans, Carter Verhaeghe, on en entend parler comme jamais. Différentiel de plus 12. 7 buts, 16 passes, 23 points. Alexander Barkov, 6 buts, 16 passes, 22 points. Et Brad Marchand, 10 buts, 10 passes, 20 points. Quand on parle de profondeur chez une équipe, je pense que la définition d'une équipe de profondeur, Cédric, c'est les Panthers de la Floride. Puis, mardi dernier, à BPM Sport, la question de FX Bernard et Benoît Roger dans la game était... Est-ce que ça se termine ce soir parlant du match numéro 6 ou ça continue? Et quand j'ai appelé et j'ai eu la ligne, j'ai dit les gars, si quelqu'un se demande c'est quoi une équipe bâtie pour les séries, une équipe bâtie pour gagner, répondez-leur les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride sont bâtis niveau profondeur, niveau offensif, niveau défensif et niveau gardien de but. C'est terrible. Quand on dit une équipe qui est complète, c'est les Panthers de la Floride. Puis la question que je te pose, parce que Bill Zito a dit en bilan de fin de saison, si on est capable, on va ramener tout le monde. Alors moi, je te pose la question. L'an prochain, est-ce que les Panthers de la Floride sont encore en finale de la Coupe? Mais je pense que c'est un beau but puis un beau défi d'essayer de ramener tout le monde parce qu'on l'a vu dans certaines rumeurs que Brad Marchand voudrait aller chercher jusqu'à 8 millions et demi. Puis pour moi, c'est absolument incroyable comme salaire pour un gars qui a 36 ans, peut-être même... Voudrait ou pourrait aller chercher ça? Je pense qu'on parle des deux ici. Je pense qu'il y aurait des équipes qui seraient prêtes à y offrir ça. Mais tu sais, même si on parle de 5 millions pour Brad Marchand, on parle probablement d'à peu près 8 millions pour Sam Bennett, parce que je pense qu'il serait capable d'aller chercher même plus que ça s'il allait sur le marché des agents libres. Tu as un gars comme Aaron Ekblad qui n'a plus de contrat. Je pense pas qu'on va être capable de ramener tous les joueurs qui sont agents libres avec les Panthers. C'est des gars comme Nate Schmidt aussi, je pense qu'ils n'ont plus de contrat. Est-ce que cependant les Panthers sont assez attirants pour aller chercher d'autres joueurs pour les remplacer? Certainement. Je trouve même que je veux pas me lancer dans les débats là, on devrait ajuster là, le cap salarial selon les taxes des États et tout. Là. Mais c'est certain que quand tu vois un État comme la Floride, il fait chaud, il fait beau, puis en plus, tu gardes la majorité de ton salaire, puis en ce moment, ils sont en train de gagner comme on voit rarement des équipes gagner. C'est sûr que c'est alléchant pour des agents libres. Fait est-ce que, en laissant partir des gars comme Ekblad, comme Nate Schmidt, on est capable de les remplacer à des prix moindres? Certainement. Est-ce que les Panthers vont être capables de se rendre en finale de la Coupe pour une 4e année consécutive?
Ça va être à voir parce que c'est certain que déjà trois finales consécutives, on l'a vu avec le Lightning. Rendu à la 4e saison, c'était plus la même équipe parce que tu commences à être fatigué. Là. C'est 4 longues saisons d'affilée. Ça commence à être fatigant pour toute l'équipe. Donc, je pense que ça tient beaucoup sur est-ce qu'on est capable de ramener tous les joueurs ou au moins de les remplacer. Si on est capable de faire ça, je pense qu'ils ont des très bonnes chances encore. Comme tu l'as dit, ils sont bâtis pour les séries. Si t'es capable de garder un gars comme Sam Bennett, en plus, c'est le MVP. C'est pas pour rien qu'il a gagné le Conn Smythe. Donc, si on est capable de remplacer ou de garder les joueurs, je pense qu'ils ont des très très bonnes chances. Mais cependant, je pense que niveau salarial, ça va être un petit peu un jeu d'échecs puis un jeu de Tetris là, de rentrer tous ces contrats-là pour remplacer tous ces joueurs-là. Donc, je pense que, à moins, encore une fois, d'une blessure et d'un scénario de dopage en fin de saison pour rentrer d'autres contrats, je pense que ça pourrait être compliqué de répliquer cette équipe-là, encore une fois. Très hâte de voir la suite des choses pour les Panthers de la Floride qui remportent pour une 2e année consécutive la Coupe Stanley. Te donner une idée, là, les Panthers de la Floride ont habillé 22 joueurs lors des présentes séries et seulement 2 ont une fiche négative, plus-moins. Nico Sturm à -3 qui a joué 8 matchs et AJ Greer qui est à -2 avec 16 rencontres. Tout le reste, à part Maki Samoskevich qui a joué 4 rencontres, sont tous dans le plus chez les Panthers de la Floride. Sam Bennett qui a été nommé MVP, est-ce que tu étais d'accord avec le choix de Sam Bennett? Est-ce que tu penchais pour un autre joueur de mon côté? C'était Bennett ou Marchand. J'avais une préférence pour Bennett. Ce gars-là, il y a des rumeurs qui disent qu'il accepterait 8 x 8 en Floride. Voudrait rester avec les Panthers. J'ai vraiment hâte de voir, mais comment a été ta réaction face au choix de Sam Bennett? Pour moi, c'était assez clair que ce trophée-là était destiné pour lui si les Panthers remportaient la Coupe Stanley. Je pense que il s'est approché là, du plus haut total de buts dans une saison de séries éliminatoires par un joueur actif, si je me trompe bien. Je pense que je me souviens plus qui exactement en avait 16 là, dans les joueurs actifs, c'est peut-être Ovechkin. Mais Bennett était à un but là, du record pour les joueurs actifs. Donc pour moi, c'était assez clair. Je pense que l'argument pour Marchand s'est pointé surtout dans la série finale, mais il ne faut pas oublier que c'est pas comme dans la NBA. Là, le trophée Conn Smythe, c'est le joueur le plus utile à son équipe pendant toutes les séries et non seulement pendant la finale. Fait que pour moi, Bennett, c'était haut la main. Évidemment, Marchand a eu un gros impact de côté des buts importants tout au long des séries, mais beaucoup plus en finale. Donc pour le restant des séries, je pense que Bennett s'était déjà distancé assez au cours des 3 premières rondes. Si c'était les Oilers, je pense que McDavid et Draisaitl étaient évidemment les 2 choix les plus clairs. Je pense que Draisaitl, pour moi, était le meneur du côté des Oilers. Mais je pense que le bon choix a été fait là, pour le Conn Smythe. 100% d'accord avec toi. Et pour ce qui en est, là, on parlait de Connor McDavid tantôt. Il a mentionné lors de son point de presse là, ne pas avoir la tête encore à réfléchir à son avenir du côté des Oilers. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Il va vraiment falloir que du côté de Bowman, on donne le goût à Connor McDavid de rester à Edmonton. Alors voilà les Panthers de la Floride qui l'ont emporté en 6 rencontres aux mains des Oilers d'Edmonton. C'est ce qui conclut ces séries éliminatoires de la Coupe Stanley, la saison 2024-2025. Cédric, depuis le match du 17 juin dernier, soit le match numéro 6, il y a eu des transactions. Il y a eu des signatures dans la Ligue nationale de hockey et on va les regarder rapidement. Du côté des signatures mineures, eh bien, Matt Rempe s'est entendu sur 2 ans avec un salaire moyen là, de 1 950 000 $. Du côté des Ducks, Nikita Nesterenko s'est engagé également pour 2 ans. Ryan Donato, signature un peu plus majeure, 4 années à 16 millions, soit 4 millions par année. Donc Matt Rempe, là, mes excuses, c'est 950 000 $ par année pendant 2 ans pour un salaire d'1 950 000 $. Ryan Donato, 4 ans, 4 millions par année avec les Hawks. Comment tu vois cette signature-là? Où on s'en va du côté des Hawks? Moi, je pense que c'est un assez bon contrat. Je pense que les gens peut-être surestimaient la valeur que Donato aurait pu avoir sur un marché des agents libres. J'ai vu beaucoup de rumeurs et de questionnements sur est-ce que ça pourrait être la solution pour le Canadien sur le deuxième trio. Moi, j'étais pas de cet avis-là. Je pense qu'il y a peut-être eu une saison un petit peu hors du commun pour lui.
Mais quand on parle de 4x4 pour un joueur qui a compté au-delà de 20 buts, si c'est pas 30 cette saison, Ouais, je on pense a que 31 buts, c'est un assez 31, bon contrat. 31 buts, 31 passes, 62 points quand même pour Ryan Donato. Donc, Deuxième meilleur quand on pointeur. parle de 4 millions pour 60 points, pour moi, ça a de l'allure. Je pense que la structure salariale présentement dans la Ligue nationale, ça ressemble à 1 million par 10 points environ. Là. Fait que quand on parle de 60 points, souvent, c'est des joueurs autour de 5 millions et demi, 6 millions. Pour des attaquants de middle six, mettons, on va dire. Là, c'est clairement pas un joueur de premier trio, mais sur un deuxième trio, avec les Blackhawks qui sont encore jeunes, il peut encore être utile. C'est pas un joueur qui est très vieux, donc je pense que c'est une bonne signature pour l'instant pour les Hawks, qui n'ont pas nécessairement assez de jeunes joueurs pour remplir ces trous-là, donc autant garder un gars comme Donato qui a livré une bonne performance la saison dernière. Tu as parlé du fait que lors du 1er juillet, il aurait probablement pu obtenir la même chose ou même plus du côté des joueurs autonomes. J'ai envie de te demander, pour un gars qui, avant cette saison, n'avait pas fait plus que 31 points, si on regarde le 2020-2021 avec les Sharks, c'est 20 points en 50 matchs. Ensuite, avec le Kraken, c'est 31 points et 27 points. L'an passé, avec les Hawks, c'est 30 points et cette année a doublé sa production. Est-ce qu'on a été vite sur la gâchette ou on se dit chez les Hawks que ce n'est que le début d'une grosse production en moyenne par saison là, du côté de Donato? Moi, je pense que c'est un entre-deux, justement. 4 ans, c'est pas trop long si jamais la production elle revient pas à ça. 4 millions, c'est pas trop cher s'il redescend autour de 40-45 points, disons. Je pense que 4 millions, c'est un bon range pour 40-45 points. Donc, je pense que c'est un beau contrat, honnêtement. Je suis pas certain qu'on a été trop vite ou trop long ou trop cher. Je pense que, honnêtement, pour moi, c'est la valeur que si j'étais un directeur général de la Ligue nationale, c'est un contrat que je lui aurais offert. 4x4, pour moi, ça fait beaucoup de sens pour une saison comme ça. Je pense cependant que sa production va redescendre. On voit souvent ça avec des joueurs comme ça qui sont dans une année de contrat, vont aller chercher une grosse saison, vont aller chercher un gros contrat, puis après ça, descendre de production. Mais pour moi, ça redescendra probablement pas en dessous de 40 points. Je pense qu'il a trouvé sa place à Chicago. Donc, je pense que c'est un assez bon contrat pour les Blackhawks. Fabienne Zetterlund, du côté des Sénateurs qui avait été acquis aux mains des Sharks de San Jose, a signé une prolongation de contrat de 3 ans, lui rapportant 12 820 000 soit en moyenne 4 280 000 par saison. Zetterlund, âgé de 25 ans, vient de terminer sa 5e saison dans la Ligue nationale de hockey. Lui qui aura récolté 41 points en 84 matchs. Cette saison, 19 buts, 22 passes, différentiel de plus 7. Qu'est-ce que tu penses de ce contrat-là? Un jeune joueur qui peut donner du bon hockey, certainement, là, du côté des Sénateurs. Ouais, un autre contrat que j'aime assez quand même, tu vois, je parlais justement dans le range de 4 millions, 4 millions et demi pour un 40-45 points. On s'enligne encore là-dessus, puis c'est un gars qui a approché 20 buts, là, tu l'as dit, 19 buts, donc encore très jeune, capable d'augmenter sa progression et sa production au niveau des buts. Donc, je pense que c'est un bon contrat pour les Sénateurs qui cherchent à ajouter, tu sais, c'est quand même pas un petit bonhomme. Donc, on est allé chercher un joueur qui va être capable de produire, selon moi, en séries éliminatoires. On le garde pour 3 autres années. Donc, je pense que c'est un bon contrat, puis c'est une bonne pièce de profondeur pour les Sénateurs qui vont essayer d'aller encore plus loin en série dans les prochaines années. Un joueur qui allait se retrouver joueur autonome sans compensation et finalement à Dallas pour y rester. Matt Duchene, âgé de 34 ans, vient de prolonger pour 4 ans à 18 millions de dollars, soit en moyenne 4,5 millions. Avant d'en parler, on va également là, souligner 2 signatures également là, du côté des Stars. Neil Lundqvist, qui a signé 1 an à 1,250 millions. 1 250 000 $, et Maverick Bourque, le Québécois, qui s'est entendu sur un contrat d'1 an à 950 000 $. On va débuter avec Matt Duchene. Matt Duchene qui était une de tes cibles pour le Canadien lors du 1er juillet. Je pense que c'est une belle signature du côté des Stars et du côté des deux côtés, on voulait s'entendre là, sur un contrat. Absolument. Je pense que c'est le genre de contrat qui est un super beau contrat pour les 2 premières années. C'est encore dans la fenêtre de contention pour la Coupe Stanley des Stars. Rendu vers 37-38 ans, ça va peut-être sembler un peu lourd de l'avoir sur le roster, mais quand on voit la progression du cap salarial qui devrait monter là, au-dessus des 100 millions dans les quelques prochaines années, un 4 millions et demi, ça paraîtra même plus rendu là. Donc si jamais il
il y a quoi que ce soit au niveau de sa progression, de sa rapidité qui a changé, ben ça paraîtra presque plus. Donc un super beau contrat. Comme fan du Canadien, je ne peux m'empêcher d'être déçu. J'en ai parlé beaucoup pour moi. Il avait passé, selon moi, par-dessus Sam Bennett comme étant ma première cible là, pour un deuxième centre pour les Canadiens. Donc c'est certain que je suis un peu déçu en tant que fan de le voir signer, mais je pense que c'est un bon contrat pour lui et c'est un bon contrat pour les Stars pour les prochaines saisons. Oui, assurément, je pense que c'est un bon élément là, qui est en moins sur la liste là, peut-être de Kent Hughes en Matt Duchene. Du côté de Lundqvist et de Maverick Bourque, je pense que c'est des bons contrats. Maverick Bourque qui a bien fait en fin de saison quand il a été rappelé du Texas. Donc je pense que c'est deux bonnes signatures mineures là, pour venir un peu là, couvrir le manque là, chez les Stars. Une signature hier du côté de la Caroline et j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que honnêtement ça me fait penser un peu à la signature de Jesperi Kotkaniemi du côté de la Caroline et bon, c'est sûr que c'est pas le même type de montant par saison parce que ce n'est que 1 700 000 $, 4 années pour un total de 6 800 000 $, alloué à Eric Robinson. Je sais pas pour toi, là, mais y a-tu quelqu'un qui connaît Eric Robinson? C'est certainement pas un joueur connu, mais c'est ça qui arrive souvent quand tu joues en Caroline, juste pour voir, est-ce que tu as ses statistiques? Oui, j'ai ses statistiques ici. C'est 14 quelque buts, 18 passes, 32 points en 82 matchs pour un différentiel de plus 34. C'est un bon contrat, c'est juste que quand j'ai vu Eric Robinson, je me suis dit, c'est qui ce gars-là? Ouais, mais écoute, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu parles de 30 points, on te dit 1 400 000. 1 700 000 $. 700 000, donc c'est un 30 ans. super bon contrat selon moi. C'est certain qu'il est un petit peu sur le côté un peu plus âgé, mais pas trop de termes. Un contrat qui, comme je disais, là, des petits contrats en bas de 4 millions, honnêtement, dans les prochaines années, paraîtront même plus sur la masse salariale. Niveau pourcentage, là, présentement, c'est déjà presque rien. Puis là, tu montes le cap au-dessus de 100 millions dans 2 saisons. Donc, ce contrat-là, même s'il devient un mauvais contrat, paraîtra plus rendu là. Celui qui n'a pas joué depuis une saison, en fait, Jonathan Toews revient dans la Ligue nationale de hockey. Lui qui avait démontré son intérêt dans les derniers jours. Lui qui a réduit sa liste et qui finalement retourne au bercail chez lui, près de Winnipeg, où il s'entend sur une année avec les Jets de Winnipeg. Comment tu vois cette signature-là? Et es-tu heureux que le Canadien ait été dans le derby? Pas longtemps, mais quand même, là, qu'on se soit intéressé à Jonathan Toews. Est-ce que ça aurait été réellement une bonne signature du côté du Canadien? Il y a deux côtés à cette médaille-là, mais pour commencer avec son contrat pour les Jets, c'est une belle police d'assurance. C'est encore au niveau de l'expérience et du calme qu'on connaît à Jonathan Toews. Je pense que c'est une bonne chose pour une équipe qui aspire encore probablement aux grands honneurs l'année prochaine. Donc, c'est un bon contrat, peu de risques, une saison, 2 millions. Il n'y a vraiment pas de problème que je vois avec ce contrat-là pour Winnipeg. Pour ce qui est des Canadiens, pour moi, c'est une question de... Les Canadiens ne sont pas en contention pour la Coupe Stanley tout de suite. Donc, est-ce que ça valait la peine d'aller chercher un joueur comme ça? On aurait été le chercher pour boucher quel trou, serait ma question, parce qu'on voit qu'à Winnipeg, il va aller se glisser sur le 4e trio, fort probablement. Il n'a pas joué depuis 2 saisons, donc c'est la logique des choses. Va prendre les minutes les plus réservées pour essayer de se ramener en forme de Ligue nationale. Donc là, quand on regarde le Canadien présentement, est-ce qu'il aurait fité sur le 3e trio? Oui. Mais est-ce que le Canadien aurait dû bouger pour libérer ce trou-là qui, présentement, au niveau, je ne dis pas que c'est comme ça que la saison va commencer, mais présentement, cette place-là sur l'alignement, c'est la place d'Alex Newhook. Il est dans ce trou d'alignement-là. Et selon moi, Jonathan Toews n'est pas la solution tout de suite pour remplir le trou de 2e trio. Donc, il faut bouger quelqu'un à quelque part pour amener Jonathan Toews. Je pense qu'il a préféré retourner chez lui et les Canadiens n'ont pas eu le temps de faire les mouvements d'alignement nécessaires pour l'amener dans l'alignement. Très intéressant et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on n'aurait pas eu la bonne place pour Jonathan Toews dans l'alignement. Au niveau des transactions dans la Ligue nationale, j'en ai 3 que je veux revenir. Le 18 juin dernier,
Les Prédateurs de Nashville qui ont mentionné là, qu'ils allaient bouger, n'allaient pas avoir le même visage. Même chose du côté des Devils du New Jersey. Eh bien, les Devils ont envoyé Eric Holla qui retourne aux Prédateurs en retour de Jeremy Enzel et un choix de 4e ronde. Je pense que du côté des Devils, on voulait simplement se débarrasser d'un contrat. Je sais pas ce que tu en penses. Eric Holla qui peut donner de bons services aux Prédateurs sans plus, là, selon moi. Oui, exactement. Je pense que c'est une bonne transaction des deux côtés. Je pense que les Prédateurs essayent de shaker un peu les joueurs de l'alignement. Je pense que le retour de Holla pourrait aider un bon joueur de centre serviable, bon sur les mises en jeu, solide sur les deux côtés de la patinoire. Donc, c'est une bonne addition pour les Prédateurs. Est-ce que ça va faire un grand changement? Je suis loin d'être certain de ça. Pour les Devils, comme tu as dit, on en jette du salaire, de la masse salariale. On va chercher un choix de 4e ronde. Pour moi, c'est un échange qui est correct pour les Devils. Est-ce qu'il aurait pu aller chercher un petit peu plus? Je pense que oui, honnêtement. Mais pour ce qui est de peut-être se débarrasser d'un contrat qu'ils aimaient moins, je pense que c'est un bon échange des deux côtés. Mason Marchment, qui dans les dernières saisons avait signé avec les Stars de Dallas pour ne pas avoir à payer d'impôts, a été transigé il y a 2 jours au Kraken de Seattle en retour d'un choix de 3e et de 4e ronde en 2025 et 2026. Et les Stars qui ont échangé Marchment dans un état où il ne payerait pas d'impôts parce que supposément que Mason Marchment ne voulait pas payer d'impôts. Comment tu trouves un peu cette optique-là de dire, bon, je vais accommoder le gars parce qu'il est venu chez nous, mais là, il faut que je l'échange dans un état où il ne payera pas d'impôts. Ça devient un peu un casse-tête, non? Dans la limite du possible, je pense que c'est une belle chose à faire pour le management. Tu montres du respect aux joueurs. Je pense qu'après ça, c'est le mot se passe dans la ligue. On entend souvent parler des joueurs du Canadien, par exemple, qui aiment beaucoup jouer pour Martin Saint-Louis. Le mot se passe dans la ligue. Puis il y a peut-être des joueurs qui sont intéressés à venir jouer. Kent Hughes traite bien ses joueurs. Il y a peut-être des joueurs que ça va intéresser. Donc je pense que peut-être que c'est dans cette optique-là qu'on va de Dallas. L'histoire sort qu'on a accommodé Marchment. Donc moi, si je vais signer à Dallas, je vais être bien traité puis je vais être bien dans cette situation-là. Donc il y a un peu de ça. Donc, quand c'est possible, je pense que c'est une bonne chose à faire. Je pense qu'ils ont eu un bon retour en plus de ça. En accommodant Marchment, ont été chercher quelque chose d'une bonne valeur pour le joueur. Donc, je pense que c'est un bon échange. Puis, en plus, les Stars se mettent dans une lumière assez favorable au niveau du traitement des joueurs. Dernière transaction que j'ai envie de dire un peu plus majeure, somme toute, 1 contre 1. Andrei Burakovsky qui prend le chemin des Blackhawks de Chicago et Joe Veleno prend le chemin du Kraken de Seattle. Du côté de Burakovsky, sa plus grosse saison en carrière, c'est 61 points en 2021-2022. Avec l'Avalanche du Colorado, vient de terminer la dernière saison avec 37 points en 79 matchs avec le Kraken. Du côté de Veleno, sa plus grosse saison en carrière, c'est celle de 2023-2024 avec 28 points avec les Red Wings de Détroit. J'ai l'impression que du côté des Hawks, qu'on était allé chercher un bon morceau là, si on regarde le joueur qu'on a échangé. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on essaie d'entourer Bédard avec un petit peu plus de vétérans. C'est pas un vétéran d'énorme présence. T'sais, il n'est pas vu comme étant un leader, Burakovsky nécessairement. Mais c'est un gars qui va être capable d'aller chercher de la bonne production, probablement sur un deuxième trio, peut-être même sur un premier si on voit de la chimie se faire avec Bédard. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre l'optique du Kraken d'échanger un joueur quand même assez solide en Burakovsky pour Joe Veleno. Oui, Burakovsky plus âgé, plus vétéran, donc on essaye peut-être de se rajeunir, mais pour moi, Veleno n'avait pas le même genre de valeur que ce que Burakovsky pourrait apporter à une équipe. Donc je pense que les Blackhawks remportent cette transaction-là assez facilement, selon moi. Très d'accord avec toi. 2 sujets maintenant à aller voir là, avant de terminer l'épisode. On va d'abord regarder là, à nouveau les agents libres sans restriction et ceux avec restriction. Rapidement, là, la liste que j'ai devant moi. Marner, Tavares, Granlund, Ehlers, Kane, Marchand, Bennett, Giroux, Bessers, Ben, Jamie Benn du côté des Stars sont agents libres sans restriction. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que Claude Giroux aurait mentionné à son agent que s'il n'arrivait pas à signer avec les Sénateurs d'Ottawa, aurait de l'intérêt à venir rejoindre le Canadien de Montréal si le Canadien démontre de l'intérêt. Également, j'ai vu aujourd'hui là, Anthony Beauvillier des Capitals de Washington qui a mentionné être intéressé par le Canadien si le téléphone sonne.
ayant une éventualité où les Capitals et Beauvillier ne s'entendent pas. 2 questions pour toi. 1. Est-ce qu'un vétéran comme Claude Giroux t'intéresse à court terme et dépendant du salaire? Et 2. Es-tu intéressé à un gars comme Anthony Beauvillier qui, pour ma part, m'a assez surpris en série cette saison du côté des Capitals? Et 3e question peut-être, qui est-ce que tu vises parmi les agents libres sans restriction du côté de Kent Hughes? Et ensuite, on va aller voir là, du côté des agents libres avec restriction. Je pense que Claude Giroux, c'est une cible intéressante pour peut-être un 2 ans pour boucher le trou du deuxième trio si on n'est pas capable de trouver autre chose. Je pense que ça pourrait être une bonne option pour les Canadiens, surtout s'il y a de l'intérêt. Ce que j'ai de la difficulté, c'est une question un peu logistique, mais c'est encore un centre droitier. Oui, capable de gagner des mises en jeu, mais c'est pas le seul qui est capable de gagner des mises en jeu. Pour moi, on a besoin d'un centre gaucher qui est capable de gagner des mises en jeu. C'est pourquoi j'ai mentionné aussi dans des épisodes passés que je pense que peut-être que Dvorak aurait été une bonne possibilité de le garder. Donc, je pense que Giroux, c'est une option intéressante, mais je pense que ça devrait pas être la première option du Canadien. Pour ce qui est de Beauvillier, j'ai un peu le même problème que quand on parlait de Jonathan Toews. C'est un niveau de trou dans l'alignement. Où est-ce qu'on veut le positionner? Parce que pour moi, je le vois comme un joueur d'énergie de 3e trio. Même sur le 4e trio, je vois pas vraiment de place parce que selon moi, le 4e trio du Canadien, pour le début de la saison, va être encore Heinemann, Evans et Kapanen, selon moi, va prendre la place à jouer à l'Armia. Donc, il n'y a pas vraiment de place sur le 4e trio. Beauvillier n'est pas un joueur de centre, si je me trompe pas. Je pense qu'il joue comme ailier. Donc, c'est pas lui qui prendrait le... Encore une fois, je parlais de la possibilité de, si on fait des changements, de boucher un trou de 3e trio au centre, ce ne sera pas lui. Il ne prendra pas la place à Anderson et il ne prendra pas la place à Gallagher. Donc là, pour moi, il n'y a juste plus de place dans l'alignement parce qu'il ne prendra pas la place à Demidov, ne prendra pas la place à Laine, ne prendra pas la place à Caulfield, ne prendra pas la place à Slavkovski. Donc pour moi, c'est encore un problème de trou dans l'alignement. Je pense que Beauvillier n'a juste pas de place à moins qu'on fasse des changements qui sont, selon moi, assez majeurs, honnêtement, pour le Canadien, qui serait de bouger soit Anderson ou Gallagher, ou de se départir d'un des 2 jeunes en Heinemann et Kapanen, qui, selon moi, seraient des erreurs des 2 côtés. Là, honnêtement, je pense qu'il faut qu'on garde ces 2 jeunes-là. Donc, je pense que Giroux est plus probable et plus logique pour le Canadien que Beauvillier, mais je pense que ça va être la première option. Et là, il va falloir que tu me pardonnes parce que j'ai oublié ta 3e question qu'il y avait dans toute cette suite-là. Quelle était ma 3e question? Écoute, moi, je suis pas tout seul. Parmi... ben écoute, qui visait dans les exact. Sans restriction, Yeah, c'est ça. Exact. C'est difficile parce que j'avais vraiment Matt Duchesne comme première option, Sam Bennett comme 2e option. Sam Bennett, c'est pas encore fait. Est-ce mais que c'est ça serait ma première cible s'il ne signe pas d'ici le 1er juillet? Oui, absolument, mais pour moi, ça va être signé d'ici le 1er juillet. Je pense que ça s'en vient dans les prochains jours. Est-ce que tu vas m'en vouloir si je dis que John Tavares, c'est pas complètement ridicule? Non, pas du tout. C'est pas complètement ridicule. Le problème que je vais avoir, puis même là, j'allais dire le problème que je vais avoir va être dans les séries, mais même là, on a vu, il y a pas mal paru dans les dernières séries, honnêtement. Non. Je pense que quand tu veux une présence d'un vétéran, et là encore une fois, on parle en rêve en couleur en parlant de Sidney Crosby, l'option parfaite reste, selon moi, Sidney Crosby si c'est possible. Mais dans la même veine, tu vas chercher un vétéran, un leader, joueur de centre, gaucher, qui est encore un point important selon moi. Solide sur les mises au jeu, solide des 2 côtés de la patinoire. Très bonne production offensive pour son âge de la saison dernière, a compté 40 buts quand même, si je me souviens bien. Là. Donc, ça va alléger la charge des 2 côtés de la patinoire du premier trio. Tu donnes un bon vétéran à Demidov, un gars qui est capable de distribuer la rondelle quand même sensiblement bien à Patrick Laine. Ça pourrait faire un bon 2e trio. Sinon, niveau joueur de centre, je pense que si c'est pas par agent libre, si c'est pas John Tavares, il va falloir qu'on procède par transaction. Donc pour moi, niveau agent libre, je pense que c'est le seul que je verrais. Il y a peut-être des gens qui vont penser à Jamie Benn, mais ça commence à être vieux et lent. Je pense niveau défenseur, j'ai pas la liste. Est-ce qu'il y aurait des défenseurs droitiers qui pourraient être intéressants de haut niveau? Ben là, on s'en va du côté des agents libres avec restriction, je te dirais. Et l'un des seuls que je vois, là, défenseur droitier de haut niveau serait Evan Bouchard.
et peut-être là, par la voie des transactions, un gars comme Noah Dobson qui est toujours là, parmi les rumeurs chez les Islanders. J'aime beaucoup ton option, John Tavares, puis honnêtement, je pense pas que c'est une mauvaise chose dépendant du prix que tu donnes. Tavares qui vient quand même de compléter une saison avec 38 buts, 36 mentions d'aide pour, là je l'avais devant moi, là, un total cette saison de 74 points en 75 matchs cette saison pour John Tavares. À un bon prix pour un gars qui... quel âge a John Tavares présentement? 34 ans. Je pense qu'un contrat de 3-4 ans à un 4, 5, 6 millions par année, je pense qu'honnêtement, ça peut être raisonnable pour un gars comme Tavares que tu vas chercher sans rien donner en retour. Avec l'expérience qu'a John Tavares sur un centre de deuxième trio avec un gars comme Demidov et potentiellement un gars comme Patrick Laine, je pense que ça pourrait être un bon coup de Kent Hughes. Mitch Marner, ne retournera pas avec les Leafs. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses pour lui. Où va-t-il aboutir? Je te demande un absolument pas pantoute à la Martin Lemay à BPM Sport au niveau des agents libres avec restriction. Kent Hughes doit absolument, dans l'éventualité où Tavares c'est mort ou qu'il n'est pas sur sa feuille, doit se tourner vers les attaquants suivants. Marco Rossi, Matthew Knies et Mason McTavish. C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que tu as besoin de boucher ce trou-là. Mais est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de boucher ce trou-là? Est-ce que le Canadien s'attend vraiment à ce que si on va chercher un gars comme McTavish pour boucher le trou deuxième trio, ça soit comme ça qu'on se rende plus loin en série? Ou est-ce que... Moi, je vais te poser une question. Tu mets McTavish puis ça change pas tant grand-chose comparé à la saison dernière. Moi personnellement, je le vois en deux temps. Cette médaille-là, deux côtés, comme tu le dirais si bien. Dans l'optique où le Canadien amène un gars comme John Tavares pour combler le poste de centre numéro 2, et qu'on va chercher le défenseur droitier qui va nous manquer pour combler David Savard, je pense que le Canadien, je dis pas qu'on s'en va en finale de la Coupe, mais je pense que le Canadien, au bout de 2 ans, peut peut-être se retrouver en finale d'association. Dans l'optique où on va chercher un gars comme Mason McTavish, je pense que le processus va prendre un peu plus de temps. Parce que McTavish reste un jeune dans le même noyau que toi présentement. Je pense qu'un gars comme Marco Rossi ou un gars comme Matthew Knies pourrait avoir un impact plus important qu'un gars comme Mason McTavish. Je suis pas en train de dire que McTavish est pas bon, mais je pense que Marco Rossi et Matthew Knies ont démontré une plus belle impact cette saison qu'a démontré Mason McTavish. Bon, c'est sûr que si on compare les Ducks aux Leafs et aux Wild, c'est facile de dire que McTavish a été moins bon. Est-ce qu'à l'inverse, Mason McTavish aurait été meilleur à Toronto ou au Minnesota? Assurément. Mais mon point reste qu'un gars comme Tavares, selon moi, pourrait accélérer ton parcours en saison régulière, en éliminatoire, dès la prochaine saison. De mon côté, je pense que si tu as à tenter ton coup parmi ces trois-là, j'accroche beaucoup sur un gars comme Matthew Knies. Un gars de caractère, un gars physique, un gars qui est capable de mettre des points au tableau puis qui peut t'amener une dynamique complètement différente de ce que tu as présentement. Parce que le Canadien présentement a beaucoup de pointeurs, a beaucoup de marqueurs. Mais outre Arbor Xhekaj, n'ont pas de gars qui amènent de l'étincelle. On a vu Josh Anderson un peu cette saison. Mais je pense que tu vois où je m'en vais. Puis je pense que un de ces trois-là, si Tavares ça marche pas, et que Claude Giroux n'est pas une option pour Hughes, étant donné que c'est un centre droitier et qu'on en a beaucoup, un de ces trois-là doit être une option là pour Kent Hughes. À moins qu'on réussisse à
à faire sauter la ville de Montréal puis dire « Hey, Sidney Crosby s'amène à Montréal ». Si ça arrive... Tu vois, moi, parmi les trois, je pense que mon préféré, ça serait McTavish. Le plus gros problème, c'est que si tu fais une offre hostile, les Ducks ont l'argent pour le garder. Donc... Mais tu sais, quand on parle de... Tu parles de production offensive et de caractère. Pour moi, McTavish, c'est un autre gars de caractère. Là. Quand on compare les trois, je pense que Rossi, c'est celui qui a la plus haute production offensive. Mais on parle d'un gars plus petit, moins physique. Donc ça, je pense que le Canadien a quand même déjà assez. Je pense que McTavish est capable de jouer au centre. Et j'ai regardé rapidement là, les totaux de points de Matthew Knies et McTavish sont à 2 points d'écart avec 2 matchs de différence. Là. Okay. Donc c'est une production offensive assez similaire. Puis McTavish est capable de jouer au centre. Fait que pour moi, ça serait McTavish, Knies, Rossi. Est-ce que Knies joue au centre? Parce que j'ai nommé Knies dans mes trois, mais Knies joue toujours. Je suis certain que c'est un ailier. OK. Ben dans l'optique où c'est un ailier, je pourrais entre Rossi et McTavish. Ouais, peut-être que j'irais avec McTavish dans l'optique où il y a une bonne production quand même là du côté des Ducks. Puis je pense qu'il est un petit peu plus gros que Marco Rossi. Niveau taille et niveau façon de jouer aussi, il joue un jeu beaucoup plus gros que Marco Rossi, qui est un joueur beaucoup plus de finesse. Donc pour moi, ça serait McTavish. Mais l'autre problème que j'ai, c'est encore une fois, il y a deux côtés à aller chercher un jeune. C'est j'aime beaucoup ce que Michael Age a comme potentiel. Fait que pour moi, l'idée d'aller chercher un vétéran pour boucher le trou en attendant que Age arrive, oui, Age est un centre droitier, puis je vais continuer à me... Mais d'ici le temps qu'il arrive, peut-être que sur le troisième trio, on va avoir un bon centre gaucher, puis peut-être même sur le quatrième trio, Evans va arriver vers la fin de son contrat. Donc le problème va se régler quand Michael Age va être dans son pic de ses talents. Fait que pour moi, un vétéran permet de garder Michael Age, le développer, puis de l'amener dans la Ligue nationale quand il est prêt. Tandis que d'aller chercher un jeune... tu crées un espèce de blocage parce que je sais que on parle plus de lui comme étant le grand potentiel qu'il était quand on est allé chercher, mais Kirby Dach, il n'est pas décédé, il est juste blessé. C'est encore une option, je vais pas dire une belle option parce que je pense que c'est peut-être une belle option à échanger, oui. Pour vrai, dans un package deal, je pense qu'un gars comme Kirby Dach pourrait glisser dans un package deal. Je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a encore une certaine valeur. Il y a encore des équipes qui vont penser qu'ils sont capables de faire quelque chose avec, mais je vois souvent cette mentalité-là. Puis là, je dis pas que Marco Rossi, puis McTavish, puis Knies ont eu des mauvaises saisons, c'est pas ça que je dis, mais je vois souvent dans la communauté entourant les Canadiens, dès qu'il y a un jeune joueur de centre qui a de la difficulté dans son équipe, ben là, il faut qu'on aille le chercher. Mais là, présentement, on en a un jeune joueur de centre qui a eu un petit peu de la difficulté, mais qui a montré des bons flashs par moment. Si on lui donne une opportunité, si on n'est pas capable de rien trouver d'autre, je pense que Kirby Dach pourrait peut-être... Il y a encore le temps de se développer. Je vais le dire comme ça. C'est pas fini pour sa carrière dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est mon choix, mon premier choix? Non. Je pense que, comme on vient de parler, je pense que l'option parfaite, outre le grand rêve de Sidney Crosby, je pense que ça devient de plus en plus un gars comme John Tavares. Par la suite, j'haïrais pas voir un gars comme Mason McTavish, surtout si on est capable justement de faire ce mouvement-là, de faire un package deal, comme tu dis, avec Kirby Dach et des choix de première ronde pour aller chercher McTavish, tu règles un peu ce problème-là. Mais j'ai encore ce petit problème-là que j'ai l'impression que tout ça va mener à se débarrasser de Michael Age et que Michael Age va devenir un très bon joueur de centre. Très bon point. J'aime beaucoup le fait là, de peut-être mettre Kirby Dach dans un package deal. Je me demande même si le téléphone de Kyle Dubas sonne et que Kent Hughes appelle et lui dit « Je te donne mon 16, mon 17. Kirby Dach, Logan Mailloux, qu'est-ce que tu fais? » J'aimerais vraiment voir la tête de Dubas à savoir qu'est-ce qu'il ferait. Avec peut-être même l'ajout d'un troisième choix de première ronde, celui de l'an prochain. Moi, dans l'optique où le Canadien se rendrait loin en playoff, peut-être que je le ferais. Je serais curieux vraiment de savoir qu'est-ce que Dubas aurait comme tête de l'autre côté du téléphone. C'est vrai qu'avant de terminer, allons du côté du fameux mock draft de NHL en vertu là, du draft 2025 qui arrive le vendredi la semaine prochaine. Si on regarde les rangs 1 à 10, c'est bien Matthew Schaefer, Michael Misha, James Hagan, Jake O'Brien, Radim Murtka, Porter Martone, Caleb Desnoyers, Roger McQueen, Keisha Aitchison et Carter Bear complètent le top 10.
Dans l'optique où le Canadien conserve le 16e et 17e choix, le Canadien doit tout faire pour s'avancer dans le top 5 pour tenter d'aller chercher un gars comme Caleb Desnoyers. Écoute, pour être bien honnête, je pense que il y a beaucoup de monde qui... Pas qu'on surestime Desnoyers du tout, je pense qu'il va sortir dans le top 5, je pense que ça va être un super bon choix. Mais j'ai vu plusieurs sources qui pensent que Justin Carbonneau pourrait être meilleur que Caleb Desnoyers dans la Ligue nationale. Et de ce qu'on voit, tout le monde place Justin Carbonneau comme étant le 16e choix au total du Canadien de Montréal. Donc je pense pas que c'est une nécessité de s'avancer quand un gars comme ça qui va être disponible. Je vois beaucoup de monde qui pense aussi que Carter Bear pourrait glisser jusqu'au 16-17e rang. Donc ça serait deux bons choix qui, selon moi, si le Canadien n'utilise pas ces choix-là pour aller chercher soit un défenseur droitier, soit un centre de deuxième trio, je pense que le Canadien pourrait les garder, pas bouger et avoir deux très bonnes sélections quand même dans le milieu de la ronde. Est-ce que j'aimerais voir le Canadien s'avancer et repêcher Desnoyers? Oui, certainement. Mais je pense que Carbonneau et même des gars comme Cameron Reed, puis Cameron Reed avait même pendant son entrevue de repêchage, il me semble que c'est lui qui avait un papier pour demander aux Canadiens de le repêcher en français là, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a plusieurs choix qui pourraient être intéressants plus on se recule. Mais ce qui me fait toujours peur dans ces situations-là, c'est qu'est-ce qu'on devrait donner pour s'avancer aussi loin. Ça sera pas aussi simple que donner juste le 16 puis le 17, surtout dans une QV où le top 5 est largement vu comme ayant un gap assez grand face à la suite du repêchage. Donc, je pense que les Canadiens seraient peut-être dans une meilleure situation d'utiliser ces choix-là pour aller chercher un joueur que pour s'avancer au repêchage. Très intéressant, entièrement d'accord avec toi. Donc, les cibles là, du Canadien restent, comme tu as mentionné, là, bon, Caleb Desnoyers qui, d'après moi, là, ne sera pas une cible là, facile du côté du Canadien à moins de bouger. Je pense que Carter Bear, Justin Carbonneau là, sont des cibles là, du côté du Canadien en vertu du prochain repêchage qui aura lieu vendredi et samedi prochain. 21h23 en ce 21 juin 2025. Segment 100% LNH du haut de la passerelle avec Cédric Paquette. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète cet épisode qui aura duré plus longtemps que prévu. Mais quand le temps est bon, quand les sujets sont bons, on n'a pas le choix d'étirer la sauce. Et dans l'optique où on n'a pas été là non plus la semaine dernière, on n'avait pas le choix de revenir sur de nombreux sujets ce soir. Cédric, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Merci de me recevoir. Fidèle au rendez-vous, il était avec vous ce soir, en ma compagnie, Marc-Olivier Paquette. Mesdames, messieurs, en mon nom et celui de toute l'équipe du podcast L'échec avant, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de votre échec avant. Salut, ciao! L'échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes, du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport d'hier.